Cette consigne est basée sur l'examen DELF B2 réel que j'ai passé en avril 2025, mais je n'ai pas choisi ce sujet. Je vais lire un article à voix haute. Vous aurez 30 minutes pour préparer une présentation de 5 à 7 minutes sur votre opinion concernant le sujet, de manière argumentée, et vous la défendrez si nécessaire. Voici l'article. Réseaux sociaux et santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, de nombreux experts tirent la sonnette d'alarme. Les réseaux sociaux auraient des effets très négatifs sur la santé mentale des jeunes. Selon plusieurs études, l'utilisation excessive de plateformes comme Instagram, TikTok ou Snapchat augmente les niveaux d'anxiété, de dépression et de solitude chez les adolescents. Certains pensent même que les réseaux sociaux créent une dépendance, renforcent les complexes physiques et provoquent une mauvaise estime de soi. Face à ces dangers, certains proposent une solution radicale. Interdire totalement l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 18 ans. Pour eux, il faut protéger les adolescents avant qu'ils ne subissent des conséquences graves. Cependant, d'autres estiment qu'interdire n'est pas la bonne solution. Ils pensent qu'il vaut mieux éduquer les jeunes à utiliser ces outils de manière responsable. Remarque, à la différence de la majorité des exemples donnés par des personnes sur YouTube qui n'ont jamais réellement passé le DELF, l'article ne mentionnait aucune source. Bonjour, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Ce sujet m'intéresse particulièrement, car en tant que parent, je suis très préoccupée par les effets potentiels de ces plateformes sur le bien-être mental de mes enfants. En effet, les réseaux sociaux sont aujourd'hui omniprésents dans nos vies et dans celles des adolescents. Les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Snapchat sont devenus des outils incontournables dans la vie des jeunes. Ces plateformes ont pris une place centrale dans leur quotidien, permettant de partager des moments de vie, de communiquer avec des amis et de suivre des influenceurs. Mais comme le souligne le texte que je viens de lire, plusieurs études ont révélé que l'utilisation excessive de ces plateformes peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale des jeunes. Augmentation de l'anxiété, de la dépression, sentiment de solitude, renforcement des complexes physiques et dégradation de l'estime de soi. Ce sont des effets bien réels de l'usage intensif des réseaux sociaux. Face à cette situation, certains proposent une solution radicale: interdire totalement ces plateformes aux jeunes de moins de 18 ans. Mais d'autres pensent qu'il est plus pertinent d'éduquer les jeunes à un usage réfléchi et responsable. Il s'agit finalement d'un débat entre protection et éducation. Tout cela soulève la question suivante. Est-il possible de concilier les avantages des réseaux sociaux avec leurs dangers? C'est cette question que je vais développer aujourd'hui. Pour répondre à cette question, je vais tout d'abord analyser les effets négatifs des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Ensuite, je me concentrerai sur l'idée de réguler leur usage plutôt que d'imposer une interdiction totale. Enfin, je proposerai des solutions concrètes pour accompagner les jeunes dans un usage plus responsable des réseaux sociaux. Il est indéniable que les réseaux sociaux peuvent avoir des effets néfastes sur la santé mentale des jeunes. Un des premiers dangers réside dans l'augmentation de l'anxiété. Les jeunes se retrouvent constamment exposés à des contenus qui valorisent une vie idéale, parfaite, souvent loin de la réalité. Sur Instagram, par exemple, ils sont confrontés à des images retouchées, des corps idéalisés et des vies qui semblent toujours plus excitantes que la leur. Cette pression peut conduire à des complexes physiques, à une mauvaise estime de soi et à un sentiment de ne jamais être à la hauteur. L'obsession des likes et de la reconnaissance virtuelle renforce cette impression de ne pas être assez bien. Un autre aspect alarmant des réseaux sociaux est le phénomène du cyberharcèlement. L'anonymat que permet Internet donne aux harceleurs une certaine impunité, ce qui facilite la propagation de messages haineux, de moqueries et d'insultes. Dans la série Adolescence que j'ai récemment vue sur Netflix, l'un des personnages principaux est victime de harcèlement sur Instagram. Cette série montre comment un adolescent, qui subit des insultes en ligne, décide de se venger de son agresseur. Cet exemple illustre bien le danger des interactions virtuelles. L'anonymat de l'agresseur et l'absence de contact direct rendent la violence encore plus pernicieuse. En ligne, les jeunes peuvent facilement faire du bullying à grande échelle, sans en voir les effets directs sur la victime, ce qui rend l'impact émotionnel bien plus fort et difficile à combattre. L'aspect des codes et expressions spécifiques à chaque plateforme est aussi un facteur qui peut compliquer la compréhension pour les adultes. Les jeunes utilisent un langage, des symboles et des codes que les adultes peinent parfois à décoder.
Cela crée un fossé générationnel, où les parents et les éducateurs peuvent avoir du mal à comprendre réellement ce qui se passe dans la vie numérique de leurs enfants. Face à ces dangers, certains pensent qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 18 ans. Une telle interdiction pourrait sembler être une solution rapide et radicale. Cependant, je ne suis pas convaincue que cette approche soit la plus efficace. En effet, interdire les réseaux sociaux ne supprime pas les problèmes qu'ils engendrent. Au contraire, cela pourrait provoquer un phénomène de frustration et d'isolement, car les jeunes chercheront toujours des moyens de contourner cette interdiction. De plus, interdire un outil aussi omniprésent pourrait laisser les jeunes sans formation pour en comprendre les risques. L'éducation est, selon moi, la solution la plus pertinente. Il est essentiel d'apprendre aux jeunes à utiliser ces plateformes de manière responsable et consciente. Cela implique d'enseigner les dangers du cyberharcèlement, de la comparaison sociale et de la dépendance numérique. L'objectif est de leur fournir les outils nécessaires pour naviguer dans l'univers numérique tout en protégeant leur santé mentale. Par exemple, certaines écoles ont mis en place des programmes pour sensibiliser les élèves aux dangers des réseaux sociaux. Ces programmes incluent des discussions sur les effets du harcèlement en ligne et la gestion de l'image corporelle. Ces initiatives sont essentielles car elles permettent aux jeunes de comprendre qu'il existe une distinction entre le monde virtuel et le monde réel et qu'il est important de garder un équilibre. Cependant, l'éducation à un usage responsable des réseaux sociaux ne suffit pas à elle seule. Les jeunes ont encore besoin d'une supervision active de la part des parents, des éducateurs et de la société. Les parents doivent être impliqués dans la gestion de l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants. Ils peuvent, par exemple, fixer des limites de temps, choisir ensemble les plateformes appropriées et discuter régulièrement des contenus auxquels leurs enfants sont exposés. En outre, il existe des outils de contrôle parental qui permettent de filtrer certains contenus et de suivre l'activité en ligne des adolescents. La supervision active ne doit pas se limiter à la simple régulation du temps d'écran. Il s'agit également de créer un dialogue ouvert et honnête sur ce que les jeunes font en ligne, de leur apprendre à identifier les dangers et de les encourager à faire preuve de discernement face aux informations qu'ils rencontrent. Une supervision bienveillante peut ainsi aider les jeunes à développer un esprit critique face au contenu qu'ils consomment. En conclusion, il est évident que les réseaux sociaux ont un impact considérable sur la santé mentale des jeunes, mais il n'est pas forcément utile d'opter pour une interdiction totale. Il est plus pertinent d'investir dans l'éducation, la prévention et la supervision active des jeunes pour les aider à faire face à ces dangers. Néanmoins, il reste une question ouverte qui mérite réflexion. Dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place si centrale, jusqu'où devons-nous aller pour protéger nos enfants sans les isoler de la réalité numérique? Comment équilibrer sécurité et liberté d'expression sur Internet? La réponse à ces questions sera déterminante pour l'avenir des jeunes générations dans un monde de plus en plus connecté. J'ai fini ma présentation. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Merci pour cette présentation très détaillée et équilibrée. Vous soulignez l'importance d'une éducation à un usage responsable des réseaux sociaux plutôt que d'imposer une interdiction. Toutefois, vous ne trouvez pas qu'une interdiction stricte pourrait être une solution plus efficace, surtout en ce qui concerne la protection immédiate des jeunes contre les dangers immédiats que vous avez mentionnés, comme le cyberharcèlement? C'est une question importante. Je comprends l'idée de protéger immédiatement les jeunes, mais l'interdiction totale pourrait créer un effet pervers. Comme je l'ai mentionné, les jeunes chercheront à contourner l'interdiction, ce qui ne les empêche pas d'être exposés aux risques, mais cela pourrait augmenter leur frustration et les mener à une utilisation encore moins contrôlée. L'important, c'est qu'ils comprennent les dangers avant d'être confrontés à eux. Si on les éduque à un usage réfléchi, ils seront mieux préparés à naviguer dans le monde numérique de manière autonome et responsable. Vous avez mentionné l'éducation et la formation, mais certains parents pourraient se sentir dépassés face à la rapidité avec laquelle les réseaux sociaux évoluent. Comment les parents pourraient-ils suivre ces changements et savoir quand et comment intervenir dans l'utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants? Vous avez tout à fait raison. Les parents ne sont pas toujours au courant des dernières tendances numériques, mais cela ne doit pas les empêcher d'agir. L'éducation à un usage responsable ne se limite pas à connaître chaque plateforme ou chaque nouvelle mode. Il s'agit d'apprendre aux jeunes des compétences plus générales, comme l'esprit critique, la gestion de l'image de soi et la manière de repérer les contenus nuisibles. Les parents peuvent aussi faire appel à des ressources externes, comme des programmes éducatifs dans les écoles,
ou des outils de contrôle parental. L'idée est de créer un dialogue continu avec leurs enfants et d'être actifs dans ce processus de supervision sans tomber dans la surveillance intrusive. Et concernant les plateformes elles-mêmes, pensez-vous que ces entreprises devraient assumer une part de responsabilité dans la protection de la santé mentale des jeunes? En particulier, les algorithmes qui poussent certains contenus ou créent une pression sociale accrue. C'est une question fondamentale. Oui, je pense que les plateformes ont une responsabilité dans la protection de la santé mentale des utilisateurs, notamment des jeunes. Par exemple, Instagram pourrait prendre des mesures plus strictes contre la diffusion de contenus retouchés ou dangereux, ou limiter l'impact des likes et des commentaires qui créent cette pression sociale. Les algorithmes jouent un rôle clé dans la manière dont les contenus sont présentés et consommés. Cependant, même si les plateformes peuvent agir, il est également crucial que les jeunes apprennent à gérer leur rapport avec ces outils, car il est peu probable qu'une réglementation à elle seule suffise à résoudre ce problème. D'accord. Mais ne pensez-vous pas que l'éducation seule ne suffit pas à contrer les effets négatifs des réseaux sociaux, surtout quand on voit l'ampleur de l'influence des influenceurs, la pression des pairs et l'anonymat derrière lequel certains agissent? C'est une excellente remarque. L'éducation n'est pas une panacée, et elle doit être accompagnée d'une vraie prise en charge collective. Le rôle de l'école, des parents, mais aussi des plateformes elles-mêmes, est essentiel. C'est pourquoi je crois qu'il faut aussi favoriser un environnement numérique plus sain, avec des politiques plus strictes sur la régulation du contenu, ainsi que des programmes de sensibilisation sur les risques psychologiques des réseaux sociaux. Mais encore une fois, ces efforts doivent être complétés par une préparation de nos jeunes à ces réalités numériques, leur apprendre à faire la part des choses et à maintenir un équilibre entre la vie réelle et virtuelle. Vous mettez beaucoup l'accent sur la responsabilité collective. Cependant, comment réussir à convaincre les jeunes de l'importance d'un usage équilibré et responsable des réseaux sociaux, sachant qu'ils sont de plus en plus dépendants de ces plateformes pour leur vie sociale et leur identité? C'est un défi majeur, c'est vrai. Mais il faut d'abord comprendre qu'au-delà de la dépendance sociale, les jeunes sont souvent en quête d'une validation rapide et d'une reconnaissance immédiate. Si l'on veut qu'ils prennent conscience des dangers, il faut les accompagner dans un processus de maturation. Il est essentiel de leur montrer qu'un usage modéré et réfléchi des réseaux sociaux peut leur permettre de préserver leur bien-être tout en restant connectés. Cela passe par des initiatives éducatives, mais aussi par des exemples concrets où ils peuvent voir les effets négatifs de l'excès. Par exemple, des campagnes de sensibilisation sur les risques du cyberharcèlement ou des témoignages d'adultes qui ont vécu ces impacts peuvent avoir un vrai effet sur leur perception. C'est un travail long, mais avec de la patience et de l'engagement, on peut faire la différence. Merci pour cette analyse approfondie et vos arguments. Avant de conclure, quelles seraient, selon vous, les 3 principales actions à mettre en place immédiatement pour protéger la santé mentale des jeunes sur les réseaux sociaux? Tout d'abord, l'éducation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux dès le plus jeune âge. Ensuite, il est crucial de mettre en place des mécanismes de régulation des contenus, que ce soit via des outils de contrôle parental ou des règles plus strictes sur les plateformes. Enfin, il est important de créer un environnement de soutien et d'accompagnement, où les jeunes se sentent libres de discuter de leur expérience en ligne avec leurs parents, leurs professeurs ou des professionnels de santé si nécessaire. Merci beaucoup pour cet échange. Je n'ai plus de questions. Merci à vous. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Si vous avez un thème que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, dites-le dans les commentaires. Obtenez DELF Réussite, notre cours express 100% gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo.